Pour ceux qui ne me connaissent pas, Bernard Hayat, le secrétaire national de CFTC Cadre. Merci d'être présent pour ce webinaire organisé par la CFTC Cadre en partenariat avec Livingstone CSE. Nous avons donc souhaité consacrer ce temps d'échange aux accords seniors parce qu'ils se situent aujourd'hui au cœur d'une contradiction majeure du monde du travail. D'un côté, les réformes successives des retraites nous demandent de travailler plus longtemps. De l'autre, la réalité du terrain avec de grandes difficultés pour les plus de 50 ans sur des sujets comme accès à l'emploi, maintien dans l'activité, reconnaissance et d'évolution professionnelle. Par exemple, plus d'un tiers des cadres de plus de 55 ans abordent la suite de leur carrière avec inquiétude. Un tiers aussi déclare s'être déjà senti pénalisé en raison de leur âge. Face au décalage entre l'allongement des carrières et la situation réelle des seniors en entreprise, il nous semblait important de s'emparer du sujet de la négociation senior. Nos partenaires de Livingstone vont pouvoir partager leurs analyses et identifier les leviers d'action dont vous disposez en entreprise pour faire des accords seniors de vrais outils de protection, de reconnaissance et de sécurisation des fins de carrière. Et je passe la parole à Antoine. Merci beaucoup Bernard. Bonjour à tous. Alors merci d'être venus nombreux pour ce webinaire parce qu'on est plus d'une centaine. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est un sujet qui plaît. Donc moi je suis Antoine Bureau, je suis le directeur de Livingstone et on a intégré eh bien, le cabinet Alinea il y a peu de temps dans notre offre globale auprès des CSE. Et donc Claire Baillet, qui est fondatrice et directrice d'Alinea, est avec moi aujourd'hui et va assurer cette présentation. Donc, en quelques mots, Livingstone, donc c'est un expert auprès des CSE sur toutes les missions légales, vos consultations, la négociation et puis bien sûr l'accompagnement dans des temps forts que sont les PSE, les droits d'alerte. Et Alinea, c'est un cabinet spécialisé depuis plus de 25 ans dans tout ce qui est assistance juridique des CSE. Mais également la formation, puisqu'Alinea a un catalogue de formation. D'ailleurs, à l'issue de cette présentation, on vous enverra le support et également le catalogue de formation pour ceux qui sont intéressés par découvrir ce sujet de façon beaucoup plus détaillée. Et Alinea, c'est également de l'accompagnement des élus du personnel dans plein de situations et notamment aussi les négociations d'accords. Donc on va basculer sur ce webinaire avec 45 minutes de présentation et puis après 10 minutes de questions-réponses. Le webinaire, c'est un mode particulier. J'ai vu des questions. C'est un mode dégradé, c'est-à-dire que comme on est très nombreux, eh bien on a la présentatrice qui est visible avec le support, les participants. Si vous avez des questions, on a un espace Q&R, questions-réponses, sur lequel eh bien, on vous invite à poser vos questions. Et à l'issue de la présentation de Claire, eh bien, je sélectionnerai quelques questions qu'on lui posera pour qu'on puisse voilà, répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à attendre la fin de la présentation pour les poser, car il y a un certain nombre de choses qui vont être expliquées au cours du défilé de ces slides. Voilà, donc merci à tous et je passe la parole à Claire. Bon, vous voyez tous la présentation? Ouais. Alors bonjour à tous. Donc c'est un sujet qui est un sujet extrêmement d'actualité parce que il y a eu une loi en octobre dernier qui est venue rendre ce thème comme un sujet de négociation obligatoire. Mais avant de rentrer dans le contenu de cette loi, alors, attendez, je ne peux pas bouger les diapos. Oh mon Dieu. Alors, comment je fais? Bon, vous le voyez peut-être moins bien, mais je vais faire comme ça. Alors, pourquoi on traite ce sujet? Alors déjà, aujourd'hui, la place des salariés, alors aujourd'hui on dit plus senior, on dit salariés expérimentés, hein. C'est un sujet qui n'est pas encore très bien traité par les entreprises. Alors, c'est assez surprenant parce que les seniors, en fait, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils le sont de fait en entreprise. Ils sont de plus en plus nombreux d'abord parce qu'il y a un effet démographique. On est une population, il y a un vieillissement général de la population. Vous savez qu'on a un taux de natalité qui est particulièrement bas. En plus, il y a eu plusieurs réformes des retraites. Donc, il y en a une
En 93, en 2003, en 2014, ces réformes des retraites, elles ont augmenté le nombre de trimestres requis pour pouvoir liquider une retraite à taux plein. Elles ont parfois augmenté l'âge de départ en retraite. Et donc, ces deux phénomènes, une population générale qui vieillit, des réformes qui poussent à travailler plus longtemps, plus vieux, font que c'est un sujet qui est prégnant. On a en plus en parallèle des jeunes qui entrent de plus en plus tardivement dans la vie active et ils sont moins nombreux parce qu'on a une natalité en baisse. On a à côté de ça des carrières qui sont par rapport à hier beaucoup plus hachées. On alterne emploi, chômage, travail indépendant. Il y a certains secteurs d'activité où il y a aussi une précarité avec des contrats courts ou des contrats saisonniers. Et tout ça fait qu'à l'échelle même d'un individu, quand on a eu une carrière hachée, c'est pas seulement la loi qui impose de travailler plus vieux, c'est qu'on a besoin de travailler plus vieux pour avoir une retraite pleine ou une retraite même simplement décente, hein. Et donc, on fait ce constat-là. Donc, ça, ce sont des constats. Et malgré ça, on a quand même beaucoup de seniors qui sont encore en sous-emploi. Alors, parfois parce qu'ils ont des difficultés d'accès à l'emploi, parfois parce qu'ils ont connu des ruptures en fin de carrière à la cinquantaine et du coup, c'est très difficile de se réinsérer dans l'emploi. Et c'est assez paradoxal parce que à la fois on a des entreprises qui nous disent que elles ont des difficultés de recrutement. On a les gouvernements qui enjoignent de travailler plus vieux, c'est nécessaire pour l'équilibre des retraites. Voilà, donc on a tous ces paradoxes-là à résoudre. Et en parallèle de ça, le fait de travailler plus vieux, c'est pas anodin non plus parce qu'il y a des métiers qui sont physiques avec de la pénibilité. Mais la pénibilité, elle n'est pas que physique, hein. Il y a aussi une pénibilité liée à l'accélération des modes de travail avec l'arrivée de l'IA. Et on a une pénibilité physique ou psychique qui joue aussi quand on doit travailler plus vieux. Et là, on peut dire ce qu'on peut observer dans les entreprises, c'est que c'est pas toujours à la hauteur des enjeux humains qu'il y a derrière ça, mais aussi économiques, puisque au jour d'aujourd'hui, les entreprises, alors il y a des exceptions bien sûr, mais elles ne donnent pas vraiment les moyens de bien vieillir en entreprise, alors que tous les éléments montrent que ça devient un peu une nécessité. Donc, pour ça, quelques chiffres. Alors, je vais passer vite, mais la première, c'est une pyramide des âges euh, qui reprend sur le même graphique, c'est ce graphique-là, 3 années, 1970, 2021, et il y a une projection à 2070. Pourquoi je vous montre ce graphique? C'est pour vous montrer comment ça évolue. Donc, on voit bien qu'au départ, on avait une pyramide qui se rétrécissait, donc on avait quand même une population jeune. Alors, en 2021, la pyramide, elle s'écrase, et on voit qu'en 2070, on va avoir un vieillissement accru des populations et une base qui se rétrécit significativement. Donc, c'est en fait cet effet démographique qui fait tout ça, parce que hier, vous savez qu'on a un régime de retraite par répartition, et hier, donc c'est les gens qui travaillent qui financent les pensions des retraités qui sont retraités aujourd'hui, et avec ce vieillissement de la population, l'INSEE pointe qu'on avait finalement 3 cotisants, donc 3 salariés actifs pour un retraité dans les années 70. On est passé à 2 cotisants pour un retraité en 2010. Et la projection, c'est que ce serait 1,5 cotisants pour un retraité en 2060. Et c'est ces éléments-là qui font dire aux politiques, alors après on peut être d'accord ou pas, on peut dire qu'il y a d'autres moyens de financer les retraites, mais c'est ça qui pousse le fait qu'il y a besoin de travailler plus longtemps, plus vieux, si on veut maintenir le régime de retraite. Et c'est ça la problématique de départ. Ensuite, on peut voir qu'en France, on n'est pas le meilleur élève, on va dire, pour l'emploi des seniors. Vous voyez, je vous ai mis un graphique avec le taux d'emploi des seniors. Alors, c'est les 55-64 ans. On voit que la France, elle se positionne plutôt dans le bas du graphique par rapport aux autres pays
européen, même si on n'est pas les plus mauvais élèves non plus. Mais le problème, c'est qu'en France, ce qui pêche, c'est que on a un taux là de 58, quelque chose, mais en réalité, il y a une très grosse disparité entre les 55-59 ans et les 60-64 ans. Les 60-64 ans en France, ils sont seulement 38,9% en emploi. Et c'est ça qui a poussé à ce qu'il y ait un accord national interprofessionnel, puis une loi, parce que c'était quelque chose qui n'était plus tenable si on veut garder le régime de retraite. Vous voyez le premier graphique avec les courbes que je vous ai indiquées. On voit bien que ce taux d'emploi, par contre, il progresse malgré tout. Là, vous voyez, c'est 82, c'est quand l'âge de la retraite est passé à 60 ans. On a vu que le taux d'emploi des seniors, il a décliné. Et sous l'impulsion des réformes des retraites, donc 2003, 2014, 93, ça remonte. Mais c'est encore insuffisant. Et c'est notamment insuffisant pour cette classe d'âge-là, puisque on considère que c'est trop faible et que c'est pour ça qu'il faut repenser la place des seniors dans l'entreprise. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut se dire en même temps, ils sont pas arrivés vieux tout d'un coup. C'est un sujet en fait depuis 2003, depuis les premières réformes, qu'on aurait dû déjà anticiper en France. Alors il y a eu des choses. Parce que je vous ai fait une petite frise un peu pour vous dire un petit peu les évolutions législatives qu'il y a eu. Il y a eu des choses en 2003, en 2008, en 2013, même en 2014. Il y avait déjà, dès 2003, une obligation de négocier la situation des salariés âgés et le sujet de la pénibilité avec la GPEC ou GEPP dans les entreprises à partir de 2003. Mais la négociation, elle était quand même facultative, où ça n'a pas produit des choses importantes, puisque c'était plus global. Et les accords GPEC, parfois ils parlaient des seniors, mais c'était loin d'être systématique. En 2008, on a voulu pousser les choses avec une obligation de négocier des 50 salariés, puisque je rappelle que pour la négociation GEPP, le seuil, c'est 300 salariés. Donc là, l'idée, c'était d'ouvrir plus largement. Il était même question de mettre une pénalité financière si on n'était pas couvert par un accord. À l'époque, en 2008, il y avait, dans les domaines sur lesquels il fallait négocier, c'était le recrutement des seniors, les conditions de travail, le développement des compétences, l'évolution et l'aménagement des fins de carrière et tout ce qui est transmission. Mais sur ces 6 domaines, les entreprises pouvaient en choisir seulement 3. Voilà. Donc, voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps puisque dès 2013, il y a eu la suppression de ce dispositif-là, de cette obligation de négocier. Il n'y a pas eu de pénalité tellement appliquée dans les entreprises quand elles le faisaient pas. Et il y a eu un nouvel objet juridique qui était le contrat de génération. Donc c'était aussi une négociation. Vous avez peut-être dans vos entreprises, vous avez peut-être négocié à l'époque des accords contrat de génération. Il y a même des entreprises, quand elles avaient vraiment des problématiques seniors, qui ont continué à négocier des accords de génération, alors que ce dispositif de 2013, il a été supprimé par une des ordonnances Macron en 2017. Hein, voilà. Et voilà. Donc, on a eu donc 2013 le contrat de génération, mais supprimé à peine 4 ans après. On avait aussi en 2014, alors ça concerne pas tous les salariés et toutes les entreprises, mais la création d'un compte pénibilité, vous savez, qui permettait, quand on vivait des conditions de travail pénibles, alors il y avait une liste, ça permettait d'acquérir des points, et ces points pouvaient être convertis pour partir en retraite anticipée ou réduire son temps de travail, mais ça concernait que les emplois pénibles. Et l'ordonnance Macron de 2017, à la fois, elle a supprimé le contrat de génération et elle a réduit les critères de pénibilité qui permettaient d'avoir des points. Donc il y avait 10 critères en 2014. Voilà, et il y en a 4 qui sont les plus importants en plus, qui ont été supprimés. Donc on voit bien que le législateur, il a pris des mesures, il a fait des lois, mais que c'était quand même très hésitant, que les lois qui ont été prises avec une obligation de traiter le sujet des seniors d'une manière ou d'une autre, en fait, c'était très hésitant et surtout, il n'y a pas eu de continuité, ça n'a pas été pris en charge de manière globale. Donc du coup, les entreprises
elles ont picoré ici ou là pour parfois mettre quelques dispositifs dans des accords, mais il n'y a pas eu de politique vraiment continue. Donc, moi, c'est ce que j'ai qualifié d'hésitation au plan législatif parce que c'était pas vraiment suivi. Et en 2025, alors je pense que ce qui a été le catalyseur, c'est tout ce qui s'est passé avec la réforme, la dernière réforme des retraites qui aujourd'hui est suspendue, hein. Euh, la réforme Borne avec les gens dans la rue qui contestaient, les syndicats qui sont montés au créneau aussi pour dire attendez, on peut pas constamment relever l'âge ou durcir les conditions pour accéder à une retraite sans s'occuper des seniors dans l'entreprise. C'est pas le tout de le dire, il suffit pas de le dire à un moment. Il faut traiter les sujets pour que les conditions de travail des seniors soient meilleures, pour que les entreprises soient moins discriminatoires vis-à-vis des seniors. Il faut prendre le problème à la racine et essayer de se préoccuper des seniors dans l'entreprise, que ça s'améliore pour pouvoir durcir. C'est un préalable, si vous voulez. Donc, après différentes hésitations, ça redevient l'emploi des seniors une cause nationale en 2025. Alors, ça veut dire quoi une cause nationale? Ça veut dire que ça veut dire que les syndicats ont vraiment poussé les choses pour qu'on discute avant de discuter âge de la retraite, nombre de trimestres, qu'on s'occupe d'abord de créer des outils, on va dire, pour permettre un travail, de continuer à travailler vieux, hein. Et ça, c'est vraiment ce qui est ressorti euh, de toute la contestation de la réforme, c'est comment on peut envisager de relever l'âge avec des sexagénaires qui sont écartés du marché du travail, avec des conditions de travail dans les entreprises qui ne sont pas aménagées pour travailler aussi vieux, surtout dans les métiers les plus pénibles. Et les syndicats, ils ont vraiment poussé pour en faire un préalable à toute discussion. Alors, on sait tous comment ça s'est passé, hein. Il y a eu une adoption de la réforme au 49.3, il y a eu des contestations, les syndicats n'ont pas été écoutés, mais malgré tout, aujourd'hui c'est suspendu, mais ce sont quand même les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats au niveau national interpro, qui ont quand même donné le coup d'envoi, puisqu'il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été signé en novembre 2024. Et cet accord national, il a acté plusieurs mesures concrètes. Alors, on va les balayer ensemble, ces mesures, hein, puisque je les ai traitées dans la présentation. On va les balayer ensemble. Mais en plus de ça, il y a eu un plan de communication et de mobilisation. Et l'objectif, alors ça, c'est une action plutôt gouvernementale, pour essayer de redorer le blason, on va dire, des seniors, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'historiques culturels. Notamment, il y a eu une grande conférence emploi des 50 et plus, qui a eu lieu en avril 2025. L'idée, c'était de mobiliser des associations de DRH, France Travail, l'APEC, pour échanger un peu sur les bonnes pratiques. Alors d'ailleurs, vous pouvez les trouver sur Internet, mais il y a des guides qui recensent des témoignages ou des pratiques d'entreprise pour aménager les choses pour les seniors en leur sein. Vous avez eu aussi une campagne médiatique qui a été faite en mai-juin. Et puis, il y a eu des ateliers. Et le dernier point, c'est celui qui nous intéresse le plus, il y a eu la transposition de l'accord national interprofessionnel dans la loi. Donc, c'est une loi du 24 octobre 2025 qui est entrée en vigueur aujourd'hui et qui va poser un certain nombre de choses. On va y revenir, hein. Alors, il faut bien comprendre, quand on aborde ce sujet, que sur ce thème, il y a un vrai gâchis humain aujourd'hui, que c'est ce qu'on disait un petit peu en introduction, que c'est très paradoxal parce que on comprend pas trop pourquoi les entreprises elles investissent pas sur le thème des seniors, puisque demain les besoins de main d'œuvre, les entreprises vont avoir de plus en plus de mal à trouver de la main d'œuvre, donc elles auraient plutôt intérêt à anticiper, à investir sur les seniors
et à les maintenir dans l'emploi. Et ça, c'est d'autant plus vrai que les seniors, globalement, dans les entreprises, ils incarnent des qualités qui sont très importantes. Ils sont plutôt plus fidèles que les jeunes générations. Ils sont fidèles au sens, ils restent assez longtemps dans l'entreprise. Ils sont ancrés dans les réalités du terrain parce qu'ils ont une expérience et ils sont, d'une certaine manière, un socle de stabilité. En plus, leur expérience, il faut aussi la transmettre aux jeunes générations. Donc c'est assez incompréhensible que les entreprises ne se préoccupent pas davantage des seniors. Parce que c'est autant une évidence démographique, mais c'est aussi une nécessité économique pour pourvoir les emplois demain. Et donc, un enjeu stratégique. Alors, c'est vrai que tous les secteurs d'activité, ils n'ont pas tous les mêmes problématiques, mais c'est un sujet très important dont il faut se saisir. Alors, justement, on dit qu'il y a plusieurs problématiques. Quelles sont les problématiques des seniors? Alors, j'ai fait une liste, elle n'est pas exhaustive, mais les problématiques que l'on peut voir, première problématique, alors c'est pour ceux qui ne sont pas en emploi, c'est les difficultés d'accès à l'emploi. On sait que les entreprises, qu'il y a de la discrimination dans l'accès à l'emploi. On sait que quand une entreprise elle a le choix entre embaucher quelqu'un, un trentenaire, ou quelqu'un qui est proche de 60 ans, pour l'entreprise, l'emploi, c'est une sorte d'investissement. Donc, et puis, il y a des freins aussi, parce qu'il y a des représentations des seniors à tort qui donnent une image non productive du senior. Donc, tout ça, ça génère des difficultés à l'emploi. Il y a l'usure professionnelle, parce que quand on ne s'occupe pas des seniors dans l'entreprise, des fois, on a des métiers où on pourrait anticiper certains phénomènes d'usure. Mais le problème, c'est que quand on les anticipe pas, le jour où ça arrive, on va direct sur une inaptitude. Et que du coup, quand l'inaptitude est prononcée par le médecin du travail, on est dans des possibilités de reclassement, mais il est presque déjà trop tard pour agir. Il fallait aménager peut-être les conditions de travail avant pour pas en arriver là. On a des problématiques de santé, on a des problématiques de progression de carrière parce que on les forme moins, les seniors. Encore une fois, les entreprises, elles ont tendance à considérer que c'est un investissement. Ils ont souvent moins accès à la formation, pardon. Il y a la pénibilité, il y a le handicap. Des fois, vous avez des gens qui, parce qu'ils ont eu une carrière hachée, qui doivent travailler plus vieux, mais l'entreprise finalement ne veut plus d'eux, et pourtant des années leur manquent. Il y a des craintes aussi des seniors du déclassement. Et puis, il y a tout le lien intergénérationnel aussi, pour la transmission des compétences. Voilà. Donc voilà les problématiques. Alors, ça ne veut pas dire que vous les aurez toutes dans votre entreprise, mais ce sont des sujets à réfléchir quand on aborde le thème des seniors. Alors ensuite, ce qu'on peut dire, avant de rentrer dans le dur des dispositions de la loi nouvelle, c'est qu'on a aussi un traitement des RH. Alors, c'est pas vrai dans toutes les entreprises, mais il y a un décalage en France, ce qui est moins vrai dans d'autres pays, mais en France, il y a un décalage entre les pratiques RH et les politiques publiques. Alors, c'est vrai qu'en France, pendant des années et des années 60 aux années 2000, au contraire, les politiques publiques, c'était de se dire on avait un problème de chômage et pour résoudre le problème de chômage, on avait au contraire mis en place des dispositifs qui permettaient aux salariés seniors de partir plus tôt, de partir dès 60 ans ou même avant 60 ans pour certains dispositifs. C'était à l'époque, alors aujourd'hui ça n'existe plus tout ça, mais c'était les pré-retraites FNE par exemple. Quand il y avait des licenciements économiques dans une entreprise, plutôt que de licencier, on mettait les gens en pré-retraite, ce qui permettait de partir tôt. On a eu aussi les dispositifs ARP, ça veut dire allocation de remplacement pour l'emploi. Ça a été opérationnel de 95 à 2003 et ça permettait à des seniors, mais assez tôt, d'arrêter dès 58 ans. À condition que, en contrepartie,
c'est compensé, le départ, c'était compensé par des embauches de salariés plus jeunes. Donc ça, pendant toutes ces politiques publiques, pendant des années, c'est vrai qu'elles ont promu en France une culture du départ anticipé. Et moi, je constate que ça reste encore ancré aujourd'hui. Et voilà, c'est seulement à partir du début des années 2000 que l'orientation politique, elle a évolué et qu'il a commencé à y avoir une préoccupation pour dire comment on peut faire pour maintenir les seniors dans l'emploi. Mais c'était trop timide, c'était trop aléatoire, ça n'a pas duré à chaque fois, chaque mesure n'a pas duré assez longtemps. Et surtout, il n'y avait pas d'approche globale, en fait. Et ça n'a pas vraiment donné de résultats. Et moi, je constate encore aujourd'hui, nous, je vois avec le service d'assistance juridique, on est beaucoup sollicité des fois sur des problématiques individuelles de salariés seniors. Et moi, je constate que les directions dans les entreprises trouvent encore plus facile de sortir les seniors plutôt que de rechercher des moyens pour essayer de les maintenir dans l'emploi. Voilà. Et parfois même, ce sont les seniors eux-mêmes qui sont usés par leur métier, mais vu qu'on n'a pas pris le problème en amont, bah, du coup, finalement, la rupture, ça s'impose, la rupture de leur contrat, ça s'impose à eux parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ils sont usés par leur métier. Donc, tout ça fait que bah, il faut vraiment changer les mentalités et il faut surtout prendre le sujet à bras-le-corps. Alors, dans ce contexte-là, c'est là qu'intervient l'ANI transposée dans la loi d'octobre 2025. Alors, cette nouvelle loi, là où ça amène vraiment un plus, c'est elle a créé déjà un certain nombre d'outils nouveaux pour se préoccuper, pour que dans les entreprises, enfin, on mette ce sujet sur la table et on le discute sérieusement. Alors, ces outils, ils apparaissent là, je vais vous les détailler les uns après les autres. Il y a des outils pour traiter de la question de la santé, de l'aménagement des postes. Il y a des outils pour ouvrir davantage des dispositifs pour permettre une fin de carrière plus light, on va dire, pour voilà. Il y a des dispositifs qui sont plus un volet insertion professionnelle pour faciliter le retour à l'emploi des seniors qui est aujourd'hui extrêmement difficile. Un dispositif aussi pour accompagner les fins de carrière à temps partiel ou les départs anticipés. Ce qui est, je pense, l'élément le plus important, c'est une nouvelle obligation de négocier et qui va vous intéresser vraiment à plein, une nouvelle obligation de négocier, mais contrairement au dispositif d'avant, et c'est ça qui est important, ça va être une négociation qui va être dédiée aux seniors. Les seniors ne sont plus un thème traité accessoirement dans la GEPP. Il y a une obligation aujourd'hui dédiée dans les entreprises et dans les branches pour négocier sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire négociation dédiée aux seniors? Alors, comme je disais, c'est plus seulement intégré dans la GEPP, c'est une obligation qui va concerner les branches professionnelles et les entreprises ou groupes d'au moins 300 salariés, c'est-à-dire toutes les entreprises qui négociaient la GEPP. La GEPP reste, mais la partie senior qui était intégrée à la GEPP sort de la GEPP et à côté, il y a une nouvelle négociation vraiment dédiée aux seniors. Cette obligation de négocier, elle aura un rythme triennal, c'est-à-dire qu'on va négocier des accords pour des durées de 3 ans et on devra renégocier ces accords tous les 3 ans parce que les choses peuvent évoluer. On peut avoir une population senior qui s'est accrue, on peut faire le bilan de ce qu'on a négocié et de se dire on n'a pas pensé à ci ou à ça. Voilà, donc c'est une négociation périodique avec un rythme triennal. Voilà, alors on pourra l'aménager, mais c'est une négociation qui reste obligatoire. Voilà. Et pour les plus petites entreprises, parce que c'est pas parce qu'on est moins de 300 salariés qu'on n'a pas de problématique senior, les accords de branche,
ils vont pouvoir comporter, donc les négociations de branche pourront comporter des plans d'action à décliner pour ces entreprises. Après, c'est pas parce que c'est pas une obligation de négocier dans une entreprise de moins de 300 périodique que c'est interdit de négocier sur ce sujet-là. Ça peut être des sujets qui sont portés par les DS dans les entreprises, même en l'absence de plan établi par la branche ou tout simplement en complément. Donc on voit que ça va être un sujet forcément de dialogue social dans les entreprises dans les années à venir. Et cette négociation, c'est aussi dans la loi d'octobre 2025, elle va devoir être précédée par un diagnostic qui va être réalisé sur différentes thématiques. Alors la loi nous dit que ça va être à partir de la BDESE et du DUERP. Donc le DUERP, hein, la BDESE, je suppose que tout le monde sait ce que c'est. C'est une base de données avec tout un tas d'informations sociales, économiques. Le DUERP, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Parce qu'en fait, le sujet des seniors dans l'entreprise, il est quand même beaucoup lié au risque, à la santé. Enfin, il y a des connexions importantes. Donc, ce diagnostic, il va devoir traiter il va devoir fournir aux délégués syndicaux des indicateurs sur le recrutement des seniors par l'entreprise, sur les outils pour le maintien dans l'emploi ou d'avoir un espèce de diagnostic, sur les pratiques déjà qui existent. Peut-être il n'en existe pas, mais les aménagements de fin de carrière et tout ce qui peut être mobilisé ou est mobilisé pour les retraites progressives, le temps partiel, sur la transmission des compétences et notamment tout ce qui est mentorat, tutorat ou mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est la possibilité pour un salarié, alors un senior, d'être détaché en quelque sorte auprès d'une association pour valoriser aussi son expérience et ses compétences. Donc, nouvelle obligation de négocier avec un diagnostic préalable qui devra être transmis aux délégués syndicaux. Alors la loi fixe une liste, mais les délégués syndicaux, comme dans toute négo obligatoire, vous avez le droit également de suggérer des indicateurs dans ce diagnostic ou demander des compléments. Voilà. Donc, alors, sur le contenu, qu'est-ce que va aborder cette nouvelle négociation obligatoire? Alors, il y a des thèmes obligatoires et des thèmes facultatifs. Selon les problématiques que vous avez dans vos entreprises, il faudra définir les sous-thèmes à traiter. Donc, sur ce plan-là, la loi, la nouvelle, elle est assez souple, puisqu'on peut, dans un accord de méthode, définir les thèmes qui vont être importants compte tenu de votre activité. Je pense qu'une entreprise de BTP et une entreprise de nouvelles technologies vont pas forcément avoir les mêmes problématiques à traiter pour l'emploi des seniors. Donc dans les thèmes, donc on peut négocier un accord de méthode pour lister les thèmes et à défaut d'un tel accord, il y a un cadre légal qui s'applique, on parle de cadre supplétif parce qu'il s'applique s'il n'y a pas d'accord de méthode conclu. Vous avez des thèmes obligatoires comme le recrutement, le maintien dans l'emploi, l'aménagement des fins de carrière, en particulier, nous dit la loi, tout ce qui est retraite progressive ou passage à temps partiel en fin de carrière, et tout ce qui est transmission des savoirs et des compétences, avec notamment le tutorat dans l'entreprise ou le mécénat de compétences. Il y a des thèmes qui sont listés comme optionnels, voilà. Tout ce qui est développement des compétences et accès à la formation des seniors, parce que comme je vous disais tout à l'heure, souvent on peut faire le constat que cette population est moins formée que le reste des salariés de l'entreprise. Les impacts sur les transformations technologiques et environnementales de leur métier. Alors ça résonne avec l'IA qui se déploie dans les entreprises parce que voilà, où il faut aussi que les seniors, si on veut pas les disqualifier, ils soient aussi, c'est des sujets à anticiper. Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement des salariés expérimentés.
Alors ça, c'est un thème qui est optionnel, mais c'est vrai que moi, j'entends souvent dans les entreprises des gens qui me disent, ah ben, on a une population salariée qui est assez vieillissante, mais les managers, ils sont tous jeunes. C'est des gens qui sortent d'écoles de commerce, etc. Et donc, ils n'ont pas forcément ni d'empathie, ni de prise de conscience de ce que peut être les difficultés du travail pour les seniors. Donc, dans les thèmes, ça peut être ça aussi, ça peut être prévoir des dispositifs pour que le management soit sensibilisé à la gestion des salariés expérimentés. Bien sûr, la santé au travail, la prévention des risques et tout ce qui concerne les conditions de travail. Hein. Donc, on aura cette négociation, il va falloir définir vos thèmes, thèmes obligatoires, thèmes optionnels ou thèmes que vous aurez définis dans un accord de méthode. Donc après, c'est assez classique comme pour toute négociation obligatoire, il faudra un calendrier de négociation, à minima 2 réunions, même si moi personnellement je pense que 2 réunions sont largement insuffisantes pour aborder toutes ces problématiques. Si jamais, alors comme toute négociation obligatoire, il y a une obligation de négocier, mais bien sûr il n'y a pas d'obligation de conclure, il faudra un PV de désaccord, mais l'employeur devra quand même si les négociations échouent, il faudra quand même qu'il définisse des mesures unilatérales qu'il va mettre en place ou un plan d'action. Hein. Et puis, la loi, alors pour l'instant, on n'a pas encore la forme, mais il est prévu qu'il y ait une sanction, ce sera un malus sur les cotisations si la négociation ne se tient pas dans les entreprises. Hein. Donc on voit que cette négociation, c'est vraiment un couloir dans lequel il faut vous engouffrer, les délégués syndicaux dans les entreprises, voilà, parce que voilà, c'est le cœur du sujet. Mais c'est pas le seul, hein, on va le voir. Autre sujet mis sur la table et qui est entré en vigueur avec la loi d'octobre 2025, c'est la loi oblige désormais à faire un lien entre 2 dispositifs qui existaient déjà. C'est la visite médicale de mi-carrière. Hein, je rappelle que cette visite médicale de mi-carrière, normalement, elle se déroule l'année du 45e anniversaire du salarié. Et l'objectif de cette visite médicale, alors c'est pas très ancien, cette visite médicale de mi-carrière. C'est une loi de 2021 qui l'a introduite dans le Code du travail. Et l'objectif de cette visite médicale, je le rappelle, donc ça existait déjà, mais c'était d'établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail occupé par un salarié, donc c'est une visite individuelle, et l'état de santé du salarié, et d'évaluer les risques alors ils appellent ça dans la loi de désinsertion professionnelle, mais en fait, l'idée c'est surtout d'avoir un dialogue pour essayer de se projeter sur les impacts du vieillissement. 45 ans, on n'est peut-être pas encore très vieux, mais je vous ai dit tout à l'heure que souvent les problématiques de santé, on les prenait en compte, mais vraiment trop tardivement, puis que finalement ça débouchait sur des licenciements pour inaptitude. Le faire dès 45 ans, l'objectif, c'était justement d'anticiper. Et vous savez que vous avez donc il y a cette visite médicale de mi-carrière et vous avez des entretiens professionnels, normalement, hein, tous les 2 ans. Et l'idée, c'est de lier l'entretien professionnel avec cette visite médicale de mi-carrière pour que l'entretien professionnel, du coup, on aborde lors de l'entretien professionnel comment on peut prévenir les situations d'usure professionnelle, est-ce qu'il y a des besoins de formation, est-ce qu'il y a des souhaits de mobilité, de reconversion, est-ce qu'il est nécessaire d'adapter les missions ou le poste. C'est-à-dire que voilà, c'est de s'appuyer sur ces 2 dispositifs en les combinant. Voilà. Donc ça, c'est un premier outil donc, qui devra être mis en œuvre dans les entreprises, hein, mais c'est plus sur un registre individuel, là, vous l'avez bien compris. Et puis, deuxième outil, c'est que lors de l'entretien professionnel, donc toujours le même, hein, celui qui a lieu tous les 2 ans, c'est pour l'entretien professionnel qui précède les 60 ans, donc ça peut être à 58, 59 ans, voilà, on devra aborder le maintien dans l'emploi et notamment toutes les possibilités d'aménagement de fin de carrière.
Donc, notamment via une réduction du temps de travail, un passage à temps partiel ou en retraite progressive. Donc, on voit bien que le législateur, il a à la fois mis des obligations de négocier collectivement pour définir un statut, mais aussi créé des outils avec des obligations, finalement, de rencontre entre le salarié et sa hiérarchie pour discuter de ce sujet-là. Voilà. Voilà. Donc, c'est un élément important. Parmi les outils qu'on a aussi dans la loi, c'est la mobilisation de l'indemnité de départ en retraite que vous touchez conventionnellement en général quand vous prenez votre retraite. C'est la possibilité de convertir cette indemnité de départ en retraite pour alléger, que ça finance un passage à temps partiel en fin de carrière ou pour partir plus tôt. Donc ça, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais c'est un petit outil supplémentaire qui a été mis dans le Code du travail. Alors par contre, pour que ça soit opérationnel, il faudra que ça soit dans un accord. Donc c'est un thème qui peut être négocié dans le cadre de votre nouvelle négociation obligatoire sur les seniors. Autre dispositif, et non des moindres, c'est l'élargissement du dispositif de retraite progressive. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la retraite progressive. La retraite progressive, c'est un dispositif qui est ancien, qui existe depuis 1988, mais qui est peu utilisé. Il faut dire que récemment, ça a été ouvert à d'autres populations. Ça a été ouvert aux fonctionnaires en 2023 et aux salariés au forfait jour en 2022, parce qu'avant, les gens au forfait jour ne pouvaient pas en bénéficier. Donc, le mécanisme, c'est que des gens qui sont proches de la retraite peuvent liquider partiellement leur retraite. Alors, à l'origine, c'était dans les 2 ans avant de pouvoir prétendre à un départ volontaire en retraite. Maintenant, il n'y a plus de référence à ces 2 années. Alors, il fallait quand même avoir un certain nombre de trimestres, 150 au moins. Et concrètement, ça permettait aux salariés, pour la fin de carrière, de pouvoir passer à temps partiel dans son entreprise, avec une rémunération réduite, mais de pouvoir en parallèle toucher une fraction de sa pension. Donc, c'est provisoire. Alors c'était au maximum 2 ans, et à l'issue, donc on pouvait être 2 ans à temps partiel, alors on pouvait avoir une durée du travail entre 40 et 80%, et à la fin des 2 ans, la retraite était définitivement liquidée et recalculée. Donc voilà, et ce dispositif, alors il existait depuis longtemps, alors il n'avait pas un franc succès, en tout cas, d'abord parce qu'il était parfois méconnu, ensuite, parce que le dispositif légal dans sa base minimale, c'est vrai que quand on a une petite rémunération dans une entreprise, on peut pas toujours se permettre d'être à temps partiel, hein, parce qu'on a un loyer à payer, etc. Voilà. Mais ce dispositif-là, et puis des fois, on n'avait pas les 150 trimestres. Ce dispositif-là, avec la loi d'octobre, il évolue. C'est toujours à peu près la même logique. Il faut toujours avoir 150 trimestres, mais on n'est plus plafonné à 2 ans de retraite progressive. Donc voilà. Alors bien évidemment, plus on a une durée longue entre le moment où on se met en retraite progressive et la liquidation de sa pension, plus on aura une compensation faible de la perte de rémunération. Voilà. Mais c'est un dispositif qui se veut être plus ouvert aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de durée maximale de 2 ans. Et l'autre avancée, alors les syndicats, lors de la négociation de la l'ANI, les syndicats, ils auraient aimé que ce dispositif-là, il soit opposable à l'employeur. C'est-à-dire qu'un salarié, quand il arrive, qu'il a ses 150 trimestres, qu'il a 60 ans, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la durée de 2 ans, mais c'est accessible à partir de 60 ans, les syndicats auraient aimé que ça puisse être opposable. C'est-à-dire que le salarié dit, moi, je demande une retraite progressive, et que l'employeur ne puisse pas dire non. Un peu sur le modèle de ce qui existe pour le congé parental après une naissance, le congé parental d'éducation. Malheureusement, le MEDEF s'y est complètement opposé. Donc aujourd'hui, il faut un accord de l'employeur pour passer en retraite progressive, mais néanmoins, en cas de refus, l'employeur il va devoir justifier sur des considérations organisationnelles que ça perturbe son organisation pour refuser.
hein. Donc, c'est un dispositif qui est élargi avec la loi du 24 octobre 2025. C'est un dispositif. Alors moi, je me rends compte que de plus en plus, c'est quand même abordé dans les entreprises parce que le dispositif, il commence peut-être à être connu. Il y a eu un peu de publicité avec la campagne qui a été faite et puis avec l'accord national interprofessionnel. C'est un dispositif pourtant qui présente des intérêts tant pour le salarié que pour l'entreprise. Pour le salarié, ben, c'est une transition souple, plus douce vers la retraite. Ça leur permet d'alléger leur rythme. C'est quelque chose en plus qui est pas trop rigide parce qu'on peut passer en retraite progressive et la première année, par exemple, réduire son temps de travail en passant à 80%. Et puis, si on arrive à s'en sortir financièrement, on peut choisir de réduire un peu plus l'année d'après. Donc, ça peut être très progressif. Voilà. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un dispositif qui peut être amélioré dans le cadre de vos négos d'entreprise à venir. Hein. Je pense que pour l'entreprise, il faut quand même dire à l'employeur, bah, vous vous rendez pas compte, ça prévient l'usure professionnelle, ça limite l'absentéisme, voire l'inaptitude. Ça peut permettre une gestion anticipée des effectifs aussi, voilà, quand on a une population vieillissante. C'est un outil qui peut aider à organiser la transmission des savoirs, des compétences. Donc tout ça fait que c'est un sujet. Donc vous verrez, je vous ai mis des pistes dans la présentation, ce qu'on peut négocier. On peut négocier une compensation partielle de la perte de rémunération, on peut négocier que les cotisations de retraite, euh, soit pour un salarié en retraite progressive, maintenu sur un salaire fictif à temps plein, pour que ça n'impacte pas la pension définitive. On peut, pour certaines populations fragiles, mettre dans un accord d'entreprise un droit à la retraite progressive opposable, ce que n'ont pas obtenu les syndicats au niveau national interpro pour les travailleurs handicapés, pour ceux qui ont eu des rythmes décalés, les travailleurs de nuit, par exemple. Hein. Voilà. Et puis, peut-être une aide aussi pour que les salariés, parce que c'est technique, la retraite, donc des fois, les salariés, ils demandent pas parce que ils comprennent rien, en fait, ils savent pas comment ça va se répercuter sur leur pension. Aujourd'hui, il y a des organismes qui peuvent aider aux démarches administratives, qui peuvent permettre de soutenir les salariés pour comprendre qu'est-ce que ça va impliquer pour eux de passer en retraite progressive. Bref, il y a des choses qui peuvent être négociées qui sont assez simples euh, pour rendre ce dispositif plus attractif parce que c'est un dispositif qui peut être utile. Dernier point de la loi d'octobre 2025, c'est le volet réinsertion des seniors. Donc ça concerne moins les salariés qui sont en emploi que les seniors qui cherchent un emploi. Alors c'est un dispositif qui est expérimental et l'objectif, alors c'est un nouveau contrat de travail qui va s'appeler contrat de valorisation de l'expérience. L'objectif affiché, c'est de booster l'emploi des salariés âgés. Alors, ça, c'est un contrat qui sera accessible à des demandeurs d'emploi d'au moins 60 ans. Alors, il y aura des dérogations dans certaines conventions de branche, mais d'au moins 60 ans, qui ne peuvent pas prendre leur retraite à taux plein. Voilà. Et ce contrat, donc ce sera un CDI. Hein, et l'employeur qui embauchera un senior sous ce contrat, la particularité de ce contrat, c'est que le salarié, quand il signe un tel contrat, il devra présenter à son employeur, à son futur employeur, une attestation de l'assurance retraite pour dire à quelle date il pourra prendre sa retraite à taux plein. Et l'employeur, avec un tel contrat, aura le droit de mettre le salarié à la retraite dès qu'il pourra, sans attendre l'âge de 70 ans. Parce qu'aujourd'hui, pour mettre un salarié à la retraite d'office, c'est-à-dire sans son accord, c'est 70 ans dans la loi. Et ce contrat de valorisation de l'expérience permettra à l'employeur. Alors, les syndicats n'étaient pas tous chauds pour ce nouveau contrat. Ils disaient que bah, ça donne une précarité. Ils disent aussi que le problème des seniors, c'est pas seulement pour des gens après 60 ans. Voilà. Alors
on est d'accord ou pas avec ça. En tout cas, ce nouveau CVE, il est entré dans le Code du travail pour une expérimentation et il pourra être utilisé jusqu'au 25 octobre 2030. Hein. Et je pense que si ça fonctionne, il sera peut-être renouvelé. Voilà. J'ai essayé de tenir le timing, je suis allée très vite. Merci. Merci beaucoup, Euh, Claire. Ouais, c'était euh, dense. Et voilà. puis, comme Et tu vous me le verrez, dis, je dis ouais, juste une phrase. t'en Euh, prie. donc, pour la négociation dans vos entreprises, dans la présentation, j'ai mis quelques suggestions. J'ai été piochée dans des accords que j'ai trouvés, avec ce qui peut vous donner des idées pour trouver des solutions dans vos entreprises. Mais surtout, il va falloir adapter le contenu de la négociation aux problématiques que vous rencontrez en fonction de vos secteurs d'activité, de vos populations. Voilà. Merci beaucoup, Claire. C'était très intéressant. Alors, j'ai quelques questions. On va essayer d'y répondre rapidement pour tenir notre engagement de midi. J'ai Swazik qui nous dit, dans mon entreprise, nous venons de signer un nouvel accord avec un volet senior. Il y a-t-il l'obligation d'avoir un autre accord senior spécifique dans ce cas, ou est-ce que l'accord qui a été signé et qui reprend probablement plusieurs thématiques est Mm. suffisant? Bah, je ne sais pas quand cet accord a été, ça peut dépendre de quand il a été signé et dans quel cadre il s'inscrit, parce que s'il s'inscrit dans la GEPP, bah, c'était un accord applicable avant, et s'il s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle obligation, s'il y a un préambule, il faut peut-être se référer au préambule pour identifier clairement le cadre. Euh, et si jamais il est dans le nouveau cadre législatif, eh ben, il faudra attendre 3 ans pour renouveler cette négociation. Mais rien n'interdit, hein, c'est comme négocier sur les salaires, on négocie tous les ans, mais des fois on peut avoir des négociations. C'est pas interdit de remettre l'ouvrage sur l'établi, si j'ose dire, si on se rend compte qu'on a oublié des choses ou qu'on n'a pas utilisé tous les outils qui étaient à notre disposition. Claire. Alors, il a été signé en février 2026, donc a priori, il est très récent. Ouais. Voilà, à vérifier dans le préambule. On a Emmanuel qui nous dit bonjour, que peut-on faire pour les entreprises de moins de 300? Alors, les entreprises de moins de 300, les syndicats peuvent parfaitement mettre ce sujet. C'est pas parce que il y a plein de négociations qui sont pas obligatoires qu'on mène dans les entreprises. Le cadre des négociations obligatoires, ça oblige à des rendez-vous réguliers, mais après, les syndicats peuvent avoir des revendications. Et si vous avez une problématique senior dans votre entreprise, il n'y a rien qui vous interdit que les syndicats demandent une négociation sur ce sujet-là. Euh, en, je pense que lors de la présentation, j'ai présenté quand même certains intérêts aussi pour l'entreprise à se saisir de ce sujet. Donc les syndicats, il faut qu'ils soient force de proposition et pas seulement attendre que tombe quelque chose de la branche professionnelle, hein, pas un fruit, mais un plan d'action. Mais voilà, donc vous pouvez le demander. Il y a pas de problème, surtout s'il y a des problématiques seniors. Comme je vous dis, moi, je vois des entreprises, les contrats de génération, ils ont été abrogés depuis 2017. Il y en a qui en font encore parce qu'ils ont des problématiques seniors dans les entreprises, alors que c'est plus obligatoire. Hmm. Ouais. Merci Claire. On a également Odile qui nous pose deux questions. Qui se charge d'établir le diagnostic et comment est-il financé? Et la négociation de l'accord est réservée au NAO ou peut-elle se faire dans le cadre des réunions CSE? Alors, le diagnostic, c'est une obligation qui pèse sur l'entreprise de fournir les données, mais là encore, il faut pas être statique, c'est-à-dire que quand on vous présente un diagnostic, comme pour les NAO sur les salaires, l'employeur, il va vous donner des éléments d'information, mais si vous pensez qu'il y en a d'autres qui seraient plus intéressants pour bâtir vos revendications, vous pouvez être proactif aussi et demander à compléter. La loi, elle fixe un cadre avec une liste en disant des informations pertinentes, mais ce qui est pertinent dans une entreprise n'est pas forcément dans une autre. Donc, si vous estimez que le diagnostic qui vous est fourni par l'employeur, il manque des éléments essentiels, bah, il faut le faire compléter et il faut demander. Il faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, il faut avancer. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était... La deuxième, c'est est-ce que la négociation de l'accord est réservée au NAO ou est-ce qu'elle peut se faire dans le cadre de réunions CSE? Alors, c'est une négociation, donc c'est avec les délégués syndicaux. Après, ça ne veut pas dire que le CSE, il est forcément passif. Le CSE, il a accès à d'autres infos par ailleurs.
notamment si le CSE il fait une expertise politique sociale, par exemple, avec son expert. L'expert, il peut aussi donner des éléments d'info pour enrichir l'information. Euh, c'est pas interdit de discuter des seniors au niveau du CSE, mais la négociation en tant que telle, elle est faite par les organisations syndicales. Après, si vous signez un accord de méthode pour cadrer cette négociation, il n'y a rien qu'interdit même que le CSE fasse une commission senior. Alors on dit plus senior, on dit commission salariée expérimentée, c'est plus joli. Voilà, il n'y a rien qu'interdit de créer, par exemple, pour le CSE, une commission senior pour aborder les problématiques et qu'elle soit invitée à participer aux négociations. Mais ceux qui négocient et qui signent juridiquement, ce sont les délégués syndicaux, hein, et leurs délégations. Hmm. Merci beaucoup. Alors, une dernière question d'un spectateur anonyme. À quelle date la négociation de l'accord senior doit-elle commencer au plus tard? En 2028, point d'interrogation. Ouais, En effet, 3 ans après l'obligation légale est l'adoption de la loi. triennale. 3 ans après l'adoption de la loi, parce que c'est une obligation triennale. Parfait. Ben, on va avoir le temps pour une petite dernière alors. Alors allons-y. Euh, Qu'on faire dans les entreprises de moins de 300 salariés? Oui, j'ai pas entendu la Que question. peut-on faire en termes de négociation dans les entreprises de moins de 300 salariés? On peut faire la même chose. La retraite progressive, par exemple, si vous voulez négocier un accord sur la retraite progressive, puisque j'ai fait des suggestions dans la présentation, la retraite progressive, aujourd'hui, ça peut s'appliquer. Un salarié peut demander une retraite progressive dans une entreprise de 2 salariés. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui est légal, qui est ouvert à tous. Voilà. Après, dans une entreprise de moins de 300, les salariés peuvent demander. Donc, c'est pas du tout interdit de négocier un accord dans une entreprise de moins de 300, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Après, et c'est sûr qu'il faut convaincre l'employeur, parce que quand il a une obligation, l'employeur, il est obligé de venir devant vous. Il y a des sanctions s'il ne le fait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue pour autant. Donc, c'est des sujets qui doivent être portés par les représentants du personnel. Ça peut être le CSE, hein. J'ai parlé d'une commission, c'est pas déconnant d'avoir une commission senior dans les entreprises. Voilà, les syndicats, ben, ils peuvent avoir. Alors après, dans vos accords classiques, même dans vos NO, vous pourriez avoir des mesures. Dans les accords QVT aussi, mais c'est pareil, c'est une négociation qui est mise à un certain seuil d'effectifs. Mais après, c'est pas du tout interdit, hein. C'est pas parce que le législateur l'oblige pas que c'est interdit. Ouais. Merci beaucoup à tous de votre présence, puisqu'on était à peu près 120 à ce webinaire. Donc, on vous remercie d'y avoir assisté. Comme promis, on vous enverra la présentation a posteriori de raccrocher cette visio. Un grand merci à la CFTC4 de nous avoir permis de faire cette intervention et à Claire pour son intervention, justement, a été très appréciée. On a plusieurs remerciements. Voilà. Merci à tous. Merci à Et à vous. très bientôt. On a un webinaire d'ailleurs sur les sujets, enfin sur des sujets d'actualité à venir qui vous seront annoncés par la CFTC4. Donc n'hésitez pas à revenir. À très vite. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.